Je voudrais avoir l'air intelligent. Je voudrais être belle. Mais j'ai trop de complexes pour m'exprimer ou pour m'affirmer. C'est idiot de se sentir idiot, non? Alors ça veut dire que je suis idiote. Et ma tenue, ça va aujourd'hui? Ça passe? Qu'est-ce que vous pensez de moi? Et qu'est-ce que vous pensez de mon émission? Est-ce que vous l'aimez? Si vous l'aimez, alors il faut la liker, c'est juste en dessous la vidéo. Vous l'avez pas encore liké? J'en étais sûre. Ça sert à rien tout ce que je fais et tout. Et puis de toute façon, comme je peux pas contrôler vos jugements, et ben, je me casse. Hop, 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 Reviens, attends, Catherine. pas Reste si vite. avec nous. Doucement, doucement, doucement. Pas obligé de partir tout de suite. Non, c'est vrai, il faut d'abord que je vous présente. Il faut que je présente mes invités qui, qui sont venus pour justement parler de comment se libérer du regard des autres. Comment se libérer de leur jugement, de leur appréciation. C'est le thème de notre émission d'aujourd'hui, donc bienvenue dans les virtuoses de l'hypnose. Et je suis absolument ravie aujourd'hui d'accueillir Manuel Kissoun. Manuel, merci d'être venu de Lorient, Bonjour, Catherine. là où tu as ton école d'hypnose et de PNL. On va en reparler tout à l'heure. Et puis Leïla Agoun, qui vient de la région parisienne. Et donc je vous présente un petit peu. Leïla, tu es psychologue, clinicienne, et puis tu t'es intéressée rapidement aux thérapies brèves, à l'hypnose, à la PNL, et tu as été ma formatrice en PNL, et j'en garde un souvenir très ému. Donc pour moi, tu fais partie des excellentes thérapeutes, et vraiment aujourd'hui, je vais pleurer. Je vais pleurer d'émotion, mais vraiment, voilà, j'ai l'impression que je te dois beaucoup. Et si j'ai réussi à publier 7 livres, et notamment le journal d'une hypnothérapeute, c'est parce qu'on a fait un exercice ensemble en PNL qui s'appelle le Walt Disney, qui est un exercice de Robert Dills qu'on a reçu justement dans cette émission il y a quelques temps. Et au cours, donc je suis passée en démo, parce que pendant les cours d'hypnose, souvent on passe en démo. Donc je suis passée pour illustrer le protocole qu'on était en train d'apprendre. Et on a travaillé sur l'écriture d'un livre. Et donc à l'époque, j'avais écrit aucun livre. Et donc au départ, c'était juste un rêve. Et puis c'est devenu peu à peu une réalité. Donc merci beaucoup, Leïla. Entre-temps, ton Merci à toi. parcours, voilà, tu as continué. Maintenant, tu as apporté dans ton travail aussi une dimension énergétique. Énergétique, oui, Voilà. tout à fait. Avec un très beau parcours. Merci. Et donc, Manuel, toi, tu as aussi été mon prof, mais bien avant, tu étais sapeur-pompier. Tu avais l'habitude de prendre en charge des personnes vulnérables et tu t'es intéressé justement à la relation, comment on peut aider les gens, et tu t'es intéressé tout d'abord à la programmation neurolinguistique et à l'hypnose. Et moi, je t'ai rencontré en cours d'hypnose et c'est un cours qui a changé ma vie. Alors, c'était il y a une dizaine d'années. Et donc, moi, je m'étais intéressée à l'hypnose parce que ma sœur Valérie est devenue hypnothérapeute avant moi. Et donc, comme elle avait besoin de s'entraîner, évidemment, eh ben, j'étais son cobaye fétiche. Et donc, j'étais très intriguée par ce qui pouvait se passer, c'est-à-dire vraiment de changer d'état intérieur. Donc, j'ai regardé un petit peu sur Internet ce qui existait comme formation et j'ai pris la formation la plus courte qui était hypnose rapide. Et je suis arrivée dans ton cours. Et là, je me souviens vraiment bien de la première matinée. C'est vraiment au niveau de l'hypnose une expérience un peu référentielle pour moi. Donc j'en parle dans ce livre aussi, le premier, le journal des hypnothérapeutes qui est sorti en 2007. Je parle de toi même si je ne te cite pas. Dans mon premier livre et dans mon dernier livre, je parle de toi, de cette expérience. Et donc tu ne s'en souviens pas parce que j'étais une élève parmi d'autres. Et je ressens en fait de la gratitude, un peu comme un client peut éprouver de la gratitude envers son thérapeute. Donc le thérapeute, lui, normalement, voilà, il considère que c'est son job et il n'en tire pas forcément une gratification personnelle. Donc là, c'est un peu pareil, hein. Je te raconte mon expérience qui a changé ma vie. Donc j'ai commencé à être en hypnose parce que tu expliquais l'hypnose, le conscient, l'inconscient, et tu faisais un pré-talk. Et j'ai commencé finalement à partir en hypnose, mais comme c'était pour moi tout nouveau, je me sentais un peu comme ça, flottante entre deux. À ce moment-là, tu t'es approché de moi et tu m'as fait ce qu'on appelle une rupture de pattern, c'est-à-dire que tu m'as fait une catalepsie du bras, ce bras est très tendu, tous les muscles se mobilisent, et puis après ce protocole qu'on appelle, je sais pas, un trigger, je sais pas quoi là, on rentre le bras à l'intérieur de l'épaule et pof, le bras s'affaisse, je suis tombée en avant, et tu m'as immédiatement donné cette suggestion qui est à la fois... qui s'est avérée tellement efficace et tellement rapide, tu m'as dit « et tu reviens ici avec la plus grande joie de vivre que tu n'aies jamais connue ».
Et donc, je suis remontée, donc je fais ce mouvement comme ça de remonter et j'ai explosé de rire. Et je n'ai pas arrêté d'exploser de rire pendant les 4 jours de la formation. Et d'ailleurs, cet éclat de rire, en fait, a été associé pour moi à l'hypnose. C'est-à-dire que dès que j'entrais en hypnose, j'explosais de rire. Donc les gens qui me mettaient en hypnose étaient un peu désarçonnés, mais il y a cette association qui s'était faite entre les deux. Et évidemment, quand on explose de rire toutes les 5 minutes, on ne peut pas être déprimé. Donc, c'est compliqué. Et donc, du coup, c'est ça qui m'a tellement intriguée. C'est comme ça que je suis entrée dans l'hypnose. Parce que je me suis dit, quand même, c'est dingue. En quelques instants, on peut changer d'état intérieur. Moi, j'étais dans une période un peu difficile de ma vie. Voilà, je me cherchais, je ne savais pas trop. Hop, j'entre dans cette hypnose très rapide. Une seule suggestion que mon inconscient a interprétée par ce fou rire. Et donc, voilà, un fou rire. Voilà, on ne peut pas avoir 2 états intérieurs en même temps. Et donc, merci beaucoup. Ben, merci à toi, parce que franchement, tous ces souvenirs-là, moi j'avoue que ben, je les avais pas du tout. Donc la gratitude, elle est là aujourd'hui, de voir que La gratitude est ça t'a vraiment permis là. de faire ce chemin-là, c'est excellent, franchement, Voilà. c'est top. Alors après, moi, ce que j'avais envie, c'est effectivement, c'est que tout le monde explose de rire. Donc moi, dès que je mettais quelqu'un en hypnose, je voulais qu'il explose de rire. Mais en fait, ça marche pas à tous les coups, en fait. Ben oui, ça marche pas à tous les coups, c'est pas, ça dépend de comment la personne accueille la suggestion. Et puis après, tu as été aussi mon prof de programmation neurolinguistique et j'ai vraiment des beaux souvenirs d'approche, de t'avoir vu en cours, d'avoir vu comment tu fonctionnais, d'avoir fait changer justement des gens qui étaient dans un état intérieur compliqué, et de les retourner complètement. Et voilà, bravo. Ben oui, merci. Alors, fait changer. Je dirais pas ça. On fait pas changer les gens. On offre aux personnes la possibilité de voir les choses différemment et libre à chacun d'accueillir et d'en faire quelque chose ou pas. On peut pas avoir la prétention de dire que nous, on fait changer. On a des outils qui permettent de voir les choses autrement, de lire le monde autrement. C'est pas nous qui faisons quoi que ce soit en tant qu'enseignant ou thérapeute. Bah, moi, je ne sais pas si je portais en moi une folle envie de rire, mais en tout cas, ça s'est manifesté comme ça. Donc pour moi, c'est ce qu'on appelle une expérience transformatrice. Et en fait, de toute façon, c'est pour ça que les gens viennent consulter. Il y a quelque chose qui ne va pas dans leur vie et ils ont envie d'une véritable transformation. Donc effectivement, je suis d'accord avec toi, ce n'est pas le thérapeute qui vient... c'est une combinaison finalement quand même des deux, avec des exercices qui sont proposés. Et puis, ça se fait ou ça ne se fait pas. Ça marche ou pas, quoi. Ouais, voilà. C'est une combinaison, c'est une rencontre à un moment donné. Hein, et puis du coup, bah oui, si ça prend, comme on dit, si la mayonnaise prend, bah, du coup, ça donne quelque chose de génial, des éclats de rire. Voilà, exactement. Donc j'en parle voilà, dans mon premier livre. Donc du coup, je voulais vous offrir le journal d'une hypnothérapeute. Génial, merci. Et puis le dernier livre, merci. justement, sur l'hypnose spirituelle, où je te cite aussi, pour que j'explique dans l'avant-propos comment l'hypnose est entrée dans ma vie. Et c'est vraiment aussi grâce à cette expérience transformatrice. Ah, excellent. Voilà. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser au regard des autres. Alors moi-même, donc comme j'ai dit en introduction, voilà, je passe à la télé grâce à cette émission et tout. Donc je suis là. Est-ce que je suis bien coiffée? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Est-ce que je suis suffisamment intelligente pour faire ça? Donc je suis comme ça soucieuse en fait du regard des autres. Mais c'est le cas d'un peu tout le monde, ou pas? Oui, clairement. Après, ça va être des degrés d'intensité qui vont varier. Mais en soi, le regard de l'autre, c'est quelque chose auquel on fait tous attention. Bah, déjà, de base, si on part sur les mémoires qu'on porte en tant qu'être humain, quand on remonte à la préhistoire, chez les premiers hommes, le groupe est important. Parce que le groupe, c'est une condition de survie. Si je suis inclus dans le groupe, alors je peux être nourri, je peux être en sécurité. Si je suis exclu du groupe, alors je suis en danger, je peux mourir. Donc on porte aussi cette mémoire dans notre cerveau, ces mémoires très archaïques qui disent que exclusion égale mort. Donc le groupe est important. Et pour rester dans le groupe, il y a le regard de l'autre qui va venir jouer là-dedans. Et on retrouve aussi cette notion-là chez le tout petit. Quand on est un bébé, on est dépendant de nos parents. On a besoin de nos parents pour nous nourrir, pour nous sécuriser, pour survivre tout simplement. Donc à ce moment-là également, le regard de l'autre est important. Et puis c'est un regard qui va nous porter pendant de nombreuses années. Quand on regarde le tout petit, quand il va commencer à se construire, s'il a un regard bienveillant sur lui, ça va lui permettre de se sentir aimé, de se sentir considéré, de se sentir important. Et du coup, ça va venir nourrir son estime de lui. Et ça va aussi le porter tout au long des premières découvertes, des premiers apprentissages, acquisition du langage, développement de la motricité,
toutes les premières expériences. Et si on a ce regard qui vient nous porter, déjà, il va venir nous valider nos apprentissages, mais surtout, il va venir autoriser cet élan de découvrir ses capacités, cet élan de découvrir le monde. Et du coup, c'est vraiment ce regard-là qui va venir être porteur. Donc on peut penser que les gens qui sont très soucieux à un très haut niveau du regard des autres, c'est-à-dire qui ont peur du regard des autres, qui ont peur du jugement des autres, c'est parce qu'il y a eu des apprentissages dans l'enfance là-dessus? Alors voilà, très souvent, on va retrouver des événements de vie négatifs, donc déjà au niveau familial. Si le regard, au lieu d'être bienveillant, au lieu d'être sécurisant et aimant, c'était un regard qui jugeait beaucoup, qui critiquait beaucoup, qui venait pointer les moindres erreurs, les moindres imperfections, alors là, le regard de l'autre va générer une forme d'hypervigilance. Puisqu'en fait, je vais devoir faire attention à tous mes comportements, à tout ce que je fais, tout ce que je suis, tout ce que je montre, parce qu'à tout moment, ça peut générer un risque de désapprobation. On peut aller plus loin, ça peut également générer des critiques très fortes, des humiliations, des vexations, parfois même de la violence psychologique ou de la violence physique. Et donc à ce moment-là, on va intégrer que finalement ce regard de l'autre, il est hyper important. Avant même de faire attention à mon propre regard sur moi, ce qui va primer, c'est le regard de l'autre. Parce qu'il y a un risque derrière, un risque d'être blessé, un risque... Et dans notre société, le regard de l'autre est devenu très important avec les réseaux sociaux. Tout le monde prend la meilleure image possible de soi, dans la meilleure position, dans la meilleure tenue, pour avoir l'air un peu comme si, il y a une exacerbation du phénomène, non? Effectivement, la société pointe du doigt le regard qui est porté sur soi. Et comme dit Leïla, en effet, on a ce système qui va amener à avoir un regard sur soi qui va être valorisé ou pas, valorisant ou pas. Et en même temps, ce qui compte le plus, c'est plus le regard qu'on porte sur soi plutôt que le regard que le système va porter sur nous. Puisque le risque finalement à être dans ce système qui permet de se sentir intégré ou pas, c'est à terme de se conformer à ce que la société attend de nous, et puis de se sentir un peu englué finalement dans ce système, et ne plus bouger, de se conformer, et puis rester dans une espèce de zone de confort. Et être dans cette zone de confort, c'est arrêter à un moment d'évoluer, puisque comme le système attend ça de nous, finalement, on se conforme à ça, on ne bouge plus, et au fur et à mesure, ça devient contre-productif par rapport à cette estime qu'on cherche à avoir aux yeux de la société. Et on se met à lutter perpétuellement, à essayer de l'améliorer, à chercher, mais non, mais on ne bouge plus. Or, c'est le regard qu'on porte sur nous. À partir du moment où, comme tu l'as dit tout à l'heure, que tu te regardes dans le miroir, c'est déjà cette acceptation de qui on est qui fera une meilleure acceptation, une meilleure image de soi, et qui permettra d'avancer et d'évoluer, de progresser vers qui on veut être. On peut se promener aussi dans la vie avec beaucoup de complexes, avoir un complexe physique sur quelque chose, et du coup avoir l'impression que tout le monde va remarquer ceci ou cela. Donc c'est quand même incroyable dans cette idée de regard des autres, c'est que on est obligé de se mettre dans les yeux des autres et de se juger mal. Et donc, du coup, d'avoir peur. Donc, quelque part, on passe son temps à s'imaginer ce que les autres pourraient penser de nous. C'est quand même un exercice compliqué de se mettre dans la tête de l'autre, de se regarder et de se mal juger. Oui, parce qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va projeter sur l'autre le regard qu'on a sur nous-mêmes. C'est-à-dire que dans cette lecture de pensée qu'on fait, de ce que l'autre peut penser de nous, en fait, on va venir projeter nos peurs, nos insécurités. Et du coup, on va commencer à se dire, tiens, l'autre va se dire que je ne suis pas belle, ou je ne suis pas intelligente, ou j'ai l'air peut-être trop timide, je n'ai pas confiance en moi. Mais en fait, tout ça, ce sont mes propres pensées vis-à-vis de moi-même que je vais projeter sur l'autre. Et un exercice très simple déjà, c'est tout simplement de se complimenter. Si à un moment donné, je vais prendre au moins 1 heure dans ma journée, et au lieu d'avoir toutes ces pensées négatives sur moi, je vais plutôt dire que non, je suis belle, je suis intelligente, je suis compétente, j'ai confiance en moi, etc. Et bien tout de suite, je vais... Alors c'est de l'affirmation positive en fait? Oui. Si je me trouve moche, je ne peux pas dire je suis belle. Si je me trouve idiote, je ne peux pas dire je suis intelligente. L'idée, c'est qu'en fait, juste en observant, qu'en changeant nos propres pensées, on va faire une lecture de pensée différente chez l'autre. C'est-à-dire qu'en ayant toutes ces pensées positives envers soi,
eh ben, ce qu'on va projeter dans le regard de l'autre va être beaucoup plus positif. Et on va voir que finalement, on a ce pouvoir-là sur cette peur du regard de l'autre, qu'on peut venir transformer en transformant son propre regard à soi. Et ce qui est intéressant, c'est que toi-même tu le dis, si tu te trouves moche, tu ne peux pas penser que tu es belle. Donc en fait, c'est pas tant l'autre qui te trouve moche que toi au départ. Donc ça rejoint effectivement cette notion de projection sur l'autre. D'ailleurs, qui va dans ce sens, qui est que en règle générale, l'autre a plus tendance à trouver chez nous des choses qui sont admirables, remarquables, et qu'on a du mal à accepter, qu'on a du mal à comprendre, parce que effectivement, on a ce regard négatif, ce jugement négatif qu'on porte sur soi. Donc changer ce regard qu'on porte sur soi va aider à redorer, revaloriser notre image à nous-mêmes. Donc il y a des gens qui ont une petite voix critique dans leur tête en fait et qui se font des commentaires finalement toute la journée en disant ah j'ai fait ça c'est pas bien, ah mais bien sûr, oui parce que t'es comme ci, t'es comme ça, enfin qui se parlent à eux-mêmes avec une voix très critique. Et toi là-dessus, Manuel, tu as une astuce à donner, tu as un conseil? Alors, en effet, alors est-ce qu'il y a des gens ou est-ce que tout le monde l'a? Je pense plus que tout le monde l'a, cette petite voix critique. Ah bon? Alors, tout le monde ne l'accepte pas forcément, certains en ont peur, mais je pense que tout le monde l'a, cette petite voix critique. Et je crois que cette petite voix critique, si on en fait un allié plutôt qu'un ennemi, bah, du coup, ça permet effectivement de redorer ce regard, de redorer cette image de nous. Et pour ça, bah, c'est de changer l'intonation des fois qu'on lui donne en fonction des messages qu'elle a apportés. Si elle a des messages négatifs, bah, juste changer, mine de rien, un même message amené sur le ton de l'humour, un même message amené avec la voix de Donald, avec la voix de Mickey, n'a pas le même impact que le message qu'a amené sévèrement, qu'a amené durement. Donc du coup, si effectivement cette petite voix a tendance à être un peu cassante, un peu virulente, un peu violente, bah, si on change sa façon de dire les choses, mais vaut mieux en rigoler en changeant cette intonation plutôt que la laisser nous parler telle qu'elle nous parle, puisque c'est nous-mêmes que nous parlons. Hein. Donc si on change cette façon de faire, si on prend un message tel qu'il est, le « je suis nul, je ne suis pas capable », si on entend Donald nous dire qu'on est nul, mine de rien, si vous entendez Donald vous dire là que vous êtes nul, ben on a tendance à rigoler de Donald qui nous dit ça. Tu peux nous le faire alors? Je suis La voix de Donald, je fais de mal avec la voix de Donald. Je pense qu'on a tous la voix de Donald dans notre tête. Donc on est tous capables d'entendre Donald nous dire qu'on est nul. Et puis du coup, finalement, vous se rendre compte que quand Donald nous dit ça, ben, ça n'a pas du tout le même impact, la même sensation que si c'est nous-mêmes qui nous disons ça ou si on entend quelqu'un nous dire ça avec virulence, avec agressivité. Parce qu'on ne va pas apporter la même importance à cette petite voix finalement. Par contre, inversement, si cette voix a tendance à nous booster, à nous dire qu'on est capable d'atteindre les choses, parce que cette petite voix, attention à ne pas tomber dans ce qu'on appelle un conflit cognitif. Hein. Si y a effectivement le fait de pas atteindre un objectif, c'est pas se mentir à soi-même, on ne l'a pas atteint. Par contre, c'est pas parce qu'on l'a pas atteint qu'on n'est pas capable de l'atteindre. Donc, on n'a pas encore atteint l'objectif. On peut se donner les moyens de l'atteindre. Donc, cette petite voix peut nous dire qu'effectivement, sur cet objectif-là, on n'a pas encore été bon. On a encore des choses à améliorer. On a encore des progrès à faire. Donc là, d'avoir cette petite voix qui, là, va avoir aussi une intonation, pas pour nous casser, mais pour nous booster, pour améliorer nos compétences, pour nous permettre de performer encore plus et continuer à avancer. On parlait tout à l'heure de cette notion de zone de confort. Je pense qu'à partir du moment où on est dans notre zone de confort et qu'on commence à sentir que là, l'effort devient intense et là où chacun se dit, bon, là, ça commence à être dur, j'ai envie d'abandonner, c'est qu'on est à 30-40% de nos capacités. Donc du coup, là, et c'est là où souvent on se dit, ben, c'est bon, j'arrête, j'ai pas envie de continuer. Mais c'est là où en fait, il faut redoubler d'efforts pour avancer. Finalement, c'est un peu comme pour tout dans la vie, c'est est-ce qu'on peut faire un pas de plus pour avancer? Si on peut répondre oui, ben on fait ce pas de plus. Parce qu'à partir du moment où on fait ce pas de plus, ben on sort de notre zone de confort et mine de rien, progresser, c'est être constamment dans une forme de déséquilibre, c'est être dans l'inconfort progresser. Parce qu'à partir du moment où on est dans le confort, c'est qu'on n'a pas bougé. On est dans nos habitudes, on est dans une zone qui finalement, on a l'habitude d'être dedans, on a l'habitude d'évoluer comme ça, donc on n'a pas fait d'efforts plus que ça.
que ce qu'on a l'habitude de faire jusqu'à aujourd'hui. Donc on transforme la voix critique en lui faisant changer de tonalité, Hmm. donc elle devient moins critique et à ce moment-là on lui met une très belle voix encourageante. Tout à fait. Allez, vas-y Catherine, tu y es presque. Tu peux y arriver. Tu as les mots, tu as les ressources, tu as les capacités pour y arriver. Et ce qui va être important, c'est ce qu'on en fait de cette petite voix en fait. Parce que même si elle est critique, est-ce qu'on la laisse comme ça vraiment nous rabaisser, nous atteindre, ou est-ce qu'on peut prendre à un moment donné du recul et écouter vraiment le message qu'il y a au fond? Si cette voix, elle me dit ça, peut-être qu'il y a une partie de moi qui est en insécurité, peut-être qu'il y a une partie de moi qui manque d'amour, peut-être qu'il y a une partie de moi qui n'a pas confiance en elle. C'est que de l'information en fait. Donc le fait de prendre du recul va faire qu'on ne va pas se laisser complètement impacter par ça, mais qu'on va l'utiliser pour pouvoir justement s'apporter ce dont on a besoin, faire les transformations dont on a besoin pour nous. Et du coup, c'est plus le même rapport qu'on a Comment on avec fait cette ces petite transformations? voix. Parce que justement, si on est en manque d'amour, on n'a pas été suffisamment aimé, on n'a pas été suffisamment encouragé, comment se donner à soi-même quelque chose qu'on n'a pas reçu? Déjà, justement, en se l'apportant tout simplement à travers nos paroles. Parce que quand on observe cette voix qui va être critique, déjà, on peut juste se demander, tiens, est-ce que je parlerais comme ça à mon ou ma meilleure amie? Et bien souvent, non. Si on a ce meilleur ami qui est dans cette même situation que nous, qui a peut-être à un moment donné connu peut-être une situation d'échec, est-ce qu'on va venir le rabaisser davantage? Pas du tout. En général, on va venir l'encourager, on va le booster, on va le rassurer. Et donc, c'est observer cette petite voix et venir transformer, changer ce qu'elle va nous raconter et faire comme si on parlait à ce meilleur ami, par exemple. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'au niveau du cerveau, tout simplement, on va mettre en place une nouvelle façon de penser. Et ça, c'est vraiment la répétition qui va faire qu'à un moment donné, on va installer une nouvelle façon de se parler à soi-même. D'où ton idée de ce cahier de compliments, enfin de se faire des compliments à soi-même ou de se noter sur un cahier de compliments des choses positives sur soi ou des choses positives qu'on a accomplies dans la journée? Oui, voilà, par exemple, tout simplement, en fin de journée, prendre une minute pour écrire 5 choses positives qui se sont passées pour nous aujourd'hui, 5 choses dont on est content, dont on est fier, des choses qu'on a faites. Et ça peut être des choses anodines, ça peut être tout simplement aujourd'hui, je suis content de moi parce que j'ai pris du temps pour me reposer parce que j'en avais besoin. Ou aujourd'hui, j'ai pris 5 minutes pour moi pour faire quelque chose que j'aime, qui me plaît. Ou aujourd'hui, j'ai osé dire non. Ou aujourd'hui, voilà, j'ai osé m'affirmer. Voilà, c'est des petites choses anodines comme ça qui vont faire en sorte que le cerveau va commencer, en fait, au bout d'un moment, à focaliser son attention sur tout ce qui est positif dans la journée et arrêter de regarder tout ce qui ne va pas, tout ce qu'on ne fait pas bien, tout ce qu'on n'apprécie pas chez nous. Donc c'est un exercice très simple mais qui est très efficace pour orienter le cerveau vers tout ce qui est positif, vers tout ce qui peut justement venir renforcer notre confiance en nous, notre estime de nous. Il y a aussi des personnes qui veulent, par exemple, qui demandent, moi je veux paraître bien, enfin je veux paraître en forme. Donc même si la personne n'est pas en forme, elle veut paraître en forme aux yeux des autres. Donc là, on est dans la peur du regard de l'autre et on est aussi dans toutes ces injonctions qu'on retrouve aujourd'hui dans notre société. Il y a le bien-être qui est quand même maintenant beaucoup sur le devant de la scène, mais il y a beaucoup de dérives et on est dans ce bien-être où il faut être tout le temps bien, tout le temps souriant, tout le temps performant, tout le temps en forme. Mais ça, c'est contre notre propre nature, en fait. Ce qui est important, c'est d'accepter qu'on a une nature qui est cyclique, et encore plus nous les femmes que les hommes, et que non, il y a des moments où ça va pas, il y a des moments de moins bien. Mais qu'est-ce que je fais de ces moments-là? Est-ce que je les cache? Est-ce que je mets un couvercle dessus parce que je ne veux pas les voir, parce qu'on me dit qu'il faut que j'aille bien? Ou est-ce qu'au contraire, j'apprends justement à écouter mes besoins dans ces moments-là, à écouter ce que ça vient me dire de moi, à écouter ce que je suis en train de vivre et utiliser en fait tous ces moments de moins bien, non pas pour aller encore moins bien, mais davantage pour justement évoluer, apprendre à mieux se connaître, découvrir des ressources qui sont en nous. C'est vraiment des temps d'apprentissage et d'évolution, tous ces moments où ça va moins bien. Ouais, parce qu'en fait, finalement, sociétalement parlant, on pourrait croire qu'on n'a pas le droit d'avoir des moments de moins bien aujourd'hui. Oui. Donc, est-ce qu'on va pas mal parce qu'on pense ne pas avoir le droit de ne pas aller mal? Alors qu'effectivement, aujourd'hui, on a tendance à penser que prendre soin de soi, c'est ne rien faire. Puisque faire, c'est être dans l'action, c'est être dans l'activité, c'est réaliser des choses. Mais prendre soin de soi, donc prendre le temps de s'interroger sur ce qui se passe en soi, prendre le temps de s'interroger sur ce qu'on vit, c'est aussi faire des choses.
Et du coup, quand effectivement il y a quelque chose qui ne nous convient pas, il y a des choses chez nous qui ne sont pas nourries, des valeurs chez nous qui ne sont pas satisfaites, mais forcément il y a une insatisfaction, donc il y a une sensation de moins bien, de mal-être, qui fait que on va prendre ce temps-là où on va se poser. Et cette notion d'être content, d'avoir pris le temps de s'interroger sur qu'est-ce qui se passe là dans le système, dans l'environnement, qui fait que je ne suis pas satisfait, qui fait que je ne me sens pas confortable, que je ne me sens pas à l'aise, de manière à pouvoir y remédier. Puisque c'est une chose sur laquelle on a la main finalement, de pouvoir changer ce qui fait qu'on n'est pas à l'aise dans le système. Dans l'idée de se libérer du regard des autres, il y a aussi la place qu'on occupe en fait, enfin la place qu'on croit occuper finalement par rapport aux autres. Ça me fait penser à une jeune femme qui, quand elle était avec son amoureux dans un lieu public, elle faisait tout pour avoir l'air extrêmement amoureuse, pour que peut-être que les autres femmes ou les autres gens soient jalouses d'elle en disant regardez moi mon homme comme on s'entend bien, etc. Et comme ça d'avoir des regards d'admiration peut-être, ou que les gens pensent. En fait il y a une idée de vouloir contrôler ce que les autres pensent de nous, ce qui est de toute façon pas possible. Absolument. Mais donc elle pas jouait comme un possible. jeu de rôle en fait, dans cette façon de s'exhiber, j'allais dire, pour recueillir des regards d'admiration. Et ce qu'on va chercher C'est souvent à grave, l'extérieur, docteur. il n'y a rien de grave, il y a juste à comprendre le processus. En fait, ce qu'on va chercher à l'extérieur, c'est ce qu'on n'a pas à l'intérieur. Donc, c'est comment est-ce qu'elle peut, au contraire, aller contacter son propre regard et trouver cette admiration ou cet amour dans son propre regard et pas dans le regard de l'autre. Après, c'est compliqué parce qu'en fait, depuis petit, ce regard de l'autre est très présent, il prend beaucoup de place. Et après, le milieu familial, il y a le milieu scolaire aussi, où c'est finalement l'autre qui va venir nous valider ou non. On va être évalué, on a des notes, on a des commentaires, des avis. Et il y a souvent, du coup, la croyance que notre valeur va être reliée à ça, à ce regard de l'autre, à ces notes qu'on va venir poser sur nous. Alors à l'école et puis ensuite dans le travail. Et il n'y a pas de place pour notre propre regard à nous. On ne laisse pas cette place-là pour justement développer ce regard intérieur. On est toujours dans cette quête d'aller chercher cette validation, cet amour chez l'autre, alors qu'en fait, ça doit venir de soi. Et là, c'est autre chose, en fait, à partir du moment où on trouve cet amour en soi, où on trouve vraiment ce regard bienveillant, sécurisant à l'intérieur de nous, on ne va plus le chercher à l'extérieur. Ça n'empêche pas de toujours prendre en compte le regard de l'autre, puisqu'on en a besoin en société pour vivre les uns avec les autres. Il n'y a pas à le rejeter, parce que là aussi, dans les dérives, un peu, je trouve, du développement personnel, il y a un peu cette notion de s'en foutre complètement du regard de l'autre. Non, il est important, parce qu'on vit ensemble, on vit en société. Ça permet aussi de respecter les règles, de respecter certains codes sociaux. C'est ça, certains codes sociaux, et c'est là où on va revenir sur ce débat-là autour de cette pensée d'Aristote, sur le fait que l'homme est un animal social. C'est que dans cette pensée d'Aristote, ce qui distingue l'homme de l'animal, c'est cette capacité par rapport à la communication de réussir à faire passer la notion de jugement à travers le non-verbal. L'animal n'a pas cette capacité. Donc du coup, ce regard qui est porté sur l'autre va effectivement laisser l'autre avoir cette interprétation par rapport au non-verbal, par rapport au ce jugement, par rapport à ce qui va être renvoyé juste sur une attitude. Donc oui, en société, forcément, il y a cette projection qui est faite et on vit en société, donc inévitablement, on va avoir des interprétations, on va avoir des choses qui vont être projetées et qui vont nous amener à avoir un comportement qui va être conforme ou pas en fonction de ça. Donc on ne peut pas ignorer complètement le regard de l'autre. On ne peut pas vivre reclus au fin fond de la forêt, là, et puis ça, c'est pas possible. On n'est pas câblé pour vivre comme ça. Malheureusement ou pas, je ne sais pas. Donc, et en effet, c'est beaucoup plus aidant de réussir à, comme on disait tout à l'heure, de se regarder dans le miroir et d'accepter, de s'accepter tel que l'on est et d'être au clair avec soi, de s'aimer déjà, c'est une chose qui est importante, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'en faisant ça, on se passe de l'autre. C'est pas possible, c'est un équilibre à trouver entre les deux finalement. Et sortir de la peur de ce regard de l'autre. Donc, quand tu reçois des personnes dans ton cabinet, souvent des salariés, qui ont un haut niveau d'exigence, lié à la perfection, peut-être qu'ils s'imposent à eux-mêmes ou qu'on attend d'eux, ils se retrouvent parfois dans des situations compliquées. Oui, alors surtout des personnes qui vont venir à un moment donné où ils sont à deux doigts du burn-out
le burn-out a pu arriver et qui à un moment donné se retrouvent soit arrêtés par un médecin de force, soit par choix, et qui vivent très mal cette situation parce qu'ils se soucient tout de suite du regard des collègues. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Et puis je suis plus là pour les aider, je ne suis pas fiable, du coup ça veut aussi dire que je ne suis pas compétent, etc. Ils se mettent une grosse pression dans un moment où en fait il y a tout qui lâche chez eux, le corps lâche parce que ça fait un certain moment que ce regard des autres a été leur moteur et qu'ils ont tout fait en fonction de ce regard-là, qu'ils ont pris une charge de travail beaucoup trop importante par exemple pour prouver qu'ils étaient encore une fois efficaces, compétents, sans faire attention à leurs besoins. Et on a très souvent des gens qui ont des exigences beaucoup trop élevées et qui, à un moment donné, se retrouvent dans cet état de mal-être psychique, un mal-être émotionnel, un mal-être physique aussi, parce qu'il y a ce qu'on appelle la dissonance cognitive, quand il y a un trop grand écart entre mes besoins, mes aspirations et mes actes. Alors là, il y a une tension psychologique qui s'installe et qui va s'intensifier au fur et à mesure. Et donc là, ce qui va être important déjà, c'est de revoir ces exigences, d'aller regarder d'où elles viennent, ces exigences. Très souvent, on va trouver quelqu'un qui vient d'une famille où il y a ces exigences très, très importantes, ou quelqu'un qui a un parcours scolaire où il s'est trouvé confronté justement à cette importance des notes, de l'évaluation, qui va venir relier à sa propre valeur. Quelqu'un qui va définir son estime de lui uniquement à travers le regard des collègues, à travers les résultats professionnels. Et donc là, on va venir décentrer tout ça, faire en sorte que la personne puisse aussi nourrir son estime d'elle autrement qu'à travers le travail, pour retrouver aussi un équilibre, pour savoir aussi réapprendre à s'affirmer, à dire non, à dire stop, sans avoir peur d'être rejeté, que ce soit par un supérieur hiérarchique ou par les collègues, pouvoir prendre vraiment, faire attention à ses besoins, sans avoir cette peur du regard de l'autre. Alors justement, pour aider tout ça, tu nous proposes un moment d'hypnose qui s'appelle comment alors Il n'y a comment pas vraiment de nom, je pense que c'est un peu une hypnoméditation avec une métaphore de l'arbre. Voilà, Donc on peut écouter, qu'on va pouvoir voir maintenant, oui. tu vas nous le faire tout de suite, là dans quelques instants. Et donc ça va nous aider à nous reconnecter à notre amour de soi, en fait, qui a l'air d'être un petit peu Oui. la clé. À se libérer de ce qui a pu engendrer cette peur du regard de l'autre, et ensuite installer une nouvelle énergie pour venir aller nourrir en nous cette confiance, cette estime et cet amour de nous, et du coup être beaucoup plus rassuré par rapport au regard de l'autre. Très bien, donc c'est notre moment d'hypnose avec Leïla Agoun. Eh bien moi je suis tout à fait prête à en profiter. Toi aussi Manuel? Bah écoute. Voilà. Ok. Alors maintenant, je vais tout simplement vous inviter à fermer les yeux pour venir regarder tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et notamment, prêtez complètement attention à votre respiration. Comment je respire ici et maintenant? Comment est mon souffle? Est-ce que c'est facile de respirer? Est-ce que ça demande un effort? Est-ce que le souffle est court? Est-ce que le souffle est long? Est-ce que c'est confortable? Et puis, tranquillement, je vais vous inviter à retrouver votre respiration naturelle. Votre respiration naturelle, c'est une respiration avec le ventre. Et pour ça, à l'inspire, vous allez pouvoir descendre avec votre souffle jusque dans le ventre qui va se gonfler à l'inspire et se relâcher à l'expire. Tranquillement, trouvez votre rythme pour que ce soit confortable et de nouveau, à l'inspire, descendez jusque dans le ventre qui se gonfle et se relâche en douceur à l'expire. Et ce qu'il y a d'extraordinaire avec cette respiration, c'est que naturellement, elle invite le corps à se détendre. Et je ne sais pas quelle partie du corps va se détendre en premier chez toi, mais ce que je sais, c'est que dans quelques instants, tu vas pouvoir ressentir cette détente se propager dans tout le corps. Et il n'y a rien d'autre à faire que de laisser faire, ressentir et apprécier cette détente qui va se faire de plus en plus profonde à chaque respiration à partir de maintenant. La détente dans le corps va être 2 fois plus profonde. Juste laisser le corps
De plus en plus détendu, relâché, complètement relaxé. Et te rendre disponible pour ce voyage intérieur qui va débuter maintenant dans une belle clairière. Une clairière lumineuse. Quand tu arrives dans cette clairière, le sol est accueillant. Tu sens l'herbe fraîche, fraîchement arrosée de la rosée du matin et surtout, tu ressens cette lumière du soleil, une lumière éblouissante quand tu lèves la tête en direction du soleil. Ça t'éblouit et en même temps ça te réchauffe. Et cette chaleur du soleil, tu vas pouvoir la ressentir notamment au niveau de ton visage, au niveau de tes mains, peut-être même de tes pieds. Laisse-toi envelopper par cette énergie qui fait du bien. Accueille-la à l'intérieur de toi, laisse-la t'apporter tout ce dont tu as besoin ici et maintenant. Exactement comme ça. Et ton regard revient à l'horizon quand tu vois deux oiseaux passer devant toi, tu entends leur chant mélodieux. Puis quand ces deux oiseaux se posent sur un arbre, tu entends la paix du silence. Ce qui est incroyable, c'est que cette paix du silence, tu la ressens aussi à l'intérieur de toi. Comme si tu fusionnais avec cet environnement. Et de plus en plus calme à l'intérieur. Puis il y a cette brise légère que tu sens sur ton visage. Et cette brise, elle a en même temps emmené avec elle le doux parfum de fleurs sauvages que tu sens dans tes narines. Et quand tu inspires de nouveau le parfum de ces fleurs, tu te détends encore plus profondément. Et alors que tu observes tous ces arbres majestueux qui sont là tout autour de toi, tu aperçois qu'il y a un sentier qui mène au centre de ces arbres. Et alors que tu empruntes ce sentier avec beaucoup de curiosité, en même temps tu descends en toi dans cet espace où toutes les transformations sont possibles. Arrivé au bout de ce sentier, tu trouves un espace disponible au milieu des arbres et tu ressens que cet espace est très particulier. Il y a quelque chose de sacré dans cet espace. Et tu sens que c'est ta place. Alors naturellement, tu vas aller au centre de cet espace. Tu ressens la force de tous ces arbres autour de toi. Tu as l'impression d'être soutenu, d'être accompagné. Et alors que tu as l'impression de fusionner avec tous ces arbres, tu vas notamment avoir maintenant la sensation que des racines poussent sous la plante de tes pieds. Il y a ces racines denses et profondes qui descendent dans la terre depuis la plante de tes pieds. Instantanément, tu ressens comme une force, comme une sécurité intérieure, quelque chose qui te stabilise. Il pourrait y avoir une tempête autour de toi, tu ne bougerais pas. Grâce à tes racines, qui descendent encore maintenant un peu plus profondément dans la terre, comme toi tu descends un peu plus profondément à l'intérieur de toi. Et ce lien à la terre te fait du bien. C'est un lien naturel, que tu as peut-être gardé au quotidien ou que tu as peut-être perdu, en tout cas maintenant, tu le retrouves facilement. Ça te fait du bien. Ressens comment tu es soutenu et porté par la terre. Et ce qu'il y a de merveilleux avec la terre, c'est qu'elle a ce pouvoir de recycler toutes les mauvaises énergies, toutes les énergies qui ne sont pas bonnes pour nous, en de bonnes énergies. Et grâce à ce pouvoir-là, tu vas pouvoir dans quelques instants t'autoriser à laisser descendre dans la terre tout ce que tu as pu entendre de toi, peut-être des jugements, peut-être des critiques, peut-être des étiquettes négatives, depuis l'enfance ou dans ta vie adulte, qui sont venus toucher ton estime de toi et qui sont venus peut-être installer une peur du regard de l'autre. Et pour ça, tout simplement, en restant en contact avec tes racines, tu vas pouvoir dire maintenant, je renvoie dans la terre toutes les critiques, tous les jugements, toutes les étiquettes négatives que j'ai entendues, que j'ai reçues. Je le renvoie dans la terre. Et au moment où tu dis ça, tu vas sentir quelque chose qui va commencer à s'écouler depuis le sommet de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds pour aller dans tes racines. C'est comme un flux, peut-être comme quelque chose de liquide, peut-être comme du sable, comme si tu étais un sablier et que ce sable s'écoulait de haut en bas, jusque dans tes pieds, jusque dans tes racines. Et tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui est en train de se libérer en toi. Tu es en train de sentir
qu'il y a des choses qui te pesaient jusqu'alors, qui sont en train de glisser, de descendre pour aller dans la terre. Autorise-toi maintenant à te libérer de toutes ces phrases, de tous ces mots, et peut-être même de certaines expériences qui t'ont rendu prisonnier du regard des autres. Renvoie tout ça dans la terre, tu n'en as plus besoin. Et surtout, tout ça, ce ne sont pas des vérités. Ça ne veut rien dire de toi. Ça ne t'appartient pas. Alors renvoie tout ça dans la terre. Et maintenant, tu vas même pouvoir renvoyer dans la terre toutes les autocritiques, tous les auto-jugements négatifs que tu as eus envers toi-même. Et pour ça, tu vas pouvoir dire sur le même principe, je renvoie dans la terre toutes les autocritiques, tous les auto-jugements négatifs que j'ai eus envers moi-même. Et tu vas sentir de nouveau que quelque chose est en train de s'écouler, de descendre jusque dans tes pieds, jusque dans tes racines, pour aller rejoindre la terre. Et plus ça s'écoule, et plus ça s'élève à l'intérieur de toi, de plus en plus léger. En fait, là maintenant, tu es en train de créer de l'espace dans ton corps, à l'intérieur de toi. Et ce qui est génial, c'est que cet espace, tu vas maintenant pouvoir le rendre disponible pour y installer une nouvelle énergie, un nouveau regard sur toi, un regard porteur, nourricier, bienveillant. Et pour ça, tu vas maintenant poser toute ton attention au niveau de tes branches, au niveau de tes feuilles, et même un peu plus en haut, jusque dans le ciel. Et tu vas maintenant visualiser qu'il y a une cascade de lumière dorée qui descend depuis tout là-haut, depuis le ciel, une énergie qui est à la fois douce et subtile, une énergie qui fait du bien, qui enveloppe, qui rassure, une énergie aimante. Et elle descend dans tes branches, dans tes feuilles, elle descend à l'intérieur de ton corps. Accueille-la depuis le sommet de ta tête, invite-la à rentrer à l'intérieur de toi et à descendre dans tout ton corps, à venir se répandre dans chacune de tes cellules. Et cette énergie, elle porte des phrases, des mots que tu as toujours eu besoin d'entendre. Peut-être que ta valeur est inestimable. Entends ces phrases comme « Je t'aime tel que tu es ». Tu es plein de talent. Tu peux réaliser tous tes rêves. Je crois en toi. Et pendant que tu entends toutes ces phrases, peut-être que tu reconnais la voix d'un de tes aïeux qui veille sur toi, de l'un de tes guides, ou peut-être la voix de ton âme. Tu continues d'entendre tout ce que tu as besoin d'entendre pour prendre confiance en toi, pour nourrir ton regard intérieur d'un regard positif, bienveillant, aimant, encourageant. Et plus cette lumière dorée te remplit, plus, davantage, encore, tu te sens nourri par toutes ces phrases, tous ces mots que tu vas maintenant pouvoir prononcer, mais cette fois-ci en disant « je ». Je m'aime tel que je suis. Je crois en moi. Je suis plein de talent. Je mérite d'être aimé. Remplace toutes ces phrases en commençant par « je » et nourris-toi davantage de toute cette nouvelle énergie. Et alors que cette lumière dorée continue de te remplir, il y en a tellement maintenant qu'elle déborde même autour de toi. C'est comme si elle sortait des pores de ta peau et qu'elle venait envelopper ton corps. D'abord tout autour de ton corps, peut-être à 20 cm autour de ton corps, et à partir de la prochaine inspiration, ça va s'étendre à 50 cm. À l'inspiration suivante, c'est 1 mètre autour de toi. Tu vois cette bulle de lumière dorée qui s'étend à 1 mètre tout autour de toi et 1,50 m maintenant, pour arriver dans quelques instants à 2 mètres. C'est ta bulle de lumière dorée. Cette bulle, elle contient toute cette énergie positive que tu viens de recevoir, que tu viens d'installer en toi.
Et pour pouvoir la réactiver, la retrouver à n'importe quel moment de ton quotidien, tu vas pouvoir maintenant y associer un geste. Ça peut être par exemple joindre le pouce et l'index d'une main, ou peut-être joindre tes deux mains ensemble. Choisis le geste qui te convient, celui que tu pourras refaire facilement à tout moment de la journée. Et maintiens ce geste pendant environ 20 secondes. En maintenant ce geste, tu es en train d'enregistrer ta bulle de lumière dorée avec toute l'énergie contenue à l'intérieur. Ressens comment ça te fait du bien. Et autorise-toi à ressentir davantage tout ça, tout ce bien-être. Et c'est avec cette énergie-là que je vais t'inviter maintenant à revenir tranquillement, revenir dans cet espace sacré d'abord, au milieu de ces arbres, et emprunter ce sentier pour revenir au centre de cette clairière, là où ton voyage a commencé, revenir avec cette toute nouvelle énergie. Et dans quelques instants, tu vas pouvoir tranquillement revenir dans ton corps, revenir avec moi ici et maintenant. Pour ça, tu peux commencer exactement à bouger, peut-être tes bras, bouger tes jambes, t'étirer si tu en as envie. Dire intérieurement, je reviens à 100% dans mon corps ici et maintenant. Je reviens à 100% dans mon corps ici et maintenant. Et voilà, tout simplement ouvrir les yeux dès que tu en as envie, dès que tu es prêt, et revenir avec cette belle énergie. Merci beaucoup Leïla pour ce voyage extrêmement ressourçant, très agréable. Et moi, ce que j'apprécie beaucoup aussi dans tout ce que vous dites, c'est qu'on parle du regard des autres, mais finalement on parle de la projection qu'on a sur les autres. Exactement. Il y a des courants de développement personnel qui m'agacent au plus haut point. On dit ouais, c'est la faute des autres, je rends aux autres les choses qui ne m'appartiennent pas, etc. Mais finalement, on les a pris, donc c'est notre responsabilité aussi. Et là, je trouve que dans ce que tu proposes dans cette hypnose, on a cette responsabilité de se prendre en main, de prendre en main nos pensées, de prendre en main nos propres pouvoirs, de pouvoir agir, de ne pas être une victime et de pouvoir retrouver notre pouvoir quelque part, notre puissance. Parce que si on rend l'autre responsable de ce que l'on vit, de ce que l'on ressent, de ce qui nous arrive, alors on ne peut rien changer. Puisqu'en fait, en pensant ça, on donne à l'autre notre propre pouvoir. Tout à fait. Donc se sentir responsable de ce que l'on vit, de ce qu'on traverse, de ce qu'on ressent, c'est aussi reprendre son pouvoir sur sa vie et du coup pouvoir mettre en place des transformations, être acteur de son changement. Et ça ne veut pas dire par là que l'autre ne dit rien ou que l'autre ne fait rien. Ça dit simplement que quand l'autre dit ou l'autre fait, c'est nous qui choisissons d'y accorder de l'importance. C'est nous qui choisissons d'y donner une certaine valeur. Donc on en est pour autant responsable, en tout état de cause. Donc tu avais une expression en cours de programmation neurolinguistique en disant « reprenez la télécommande ». Qui a la télécommande je ne sais pas si ça te rappelle quelque chose. Qui a la télécommande? Qui a la télécommande? Est-ce qu'il faut juste appuyer sur un bouton pour vous faire sauter en l'air? Et mon père avait cette expression, qui est une traduction d'une expression russe qui disait combien de temps encore vas-tu danser sur la langue des autres? Donc pas mal celle-là. Donc c'est vraiment l'idée. Voilà, les autres peuvent évidemment parler, dire des choses, etc. Mais c'est à toi de descendre de leur langue et d'arrêter de danser dessus. Tout à fait, voilà. Exactement. C'est à nous c'est à chacun de décider effectivement de reprendre sa vie en main, de reprendre ses pensées en main finalement, parce qu'on a le pouvoir sur notre vie, sur nos pensées. Et au final, dans la vie, il y a deux types de choses. Il y a les choses sur lesquelles on a la main, les choses sur lesquelles on n'a pas la main. Les choses sur lesquelles on a la main, du coup, on peut les changer à souhait. Les choses sur lesquelles on n'a pas la main, on ne peut rien y faire. Ces choses-là sont les choses, des éléments de la nature. Du coup, on ne peut pas empêcher la pluie de tomber. Donc ça, on n'a pas la main là-dessus. Donc dans les deux cas de figure, finalement, il n'y a pas lieu de se prendre la tête, il n'y a pas lieu de stresser, quoi. Donc dans tous les cas, on a la capacité finalement de vivre une vie telle qu'on a envie de le vivre. Mais ça, pour ça, encore faudrait-il qu'on en ait conscience, quoi. Donc toi, tu vas nous proposer justement, dans cette émission, on a deux moments d'hypnose en quelque sorte, puisque tu vas nous proposer aussi une histoire réparatrice inspirée de Leslie Cameron Bandler, c'est ça, l'autobiographie. Alors oui, c'est ça.
Alors c'est vrai que du coup, ouais, c'est vrai, c'est ça. Non, c'est pas ça? C'est sûr. J'annonce, mais si c'est pas ça, dis-moi que c'est pas ça. Non, non, c'est ça. C'est l'idée de départ, c'était de s'inspirer du boulot de Leslie Cameron Mandler, qui est l'autobiographie de Leslie. Et puis pendant le travail fait avec Leïla, j'ai pensé à un travail que j'ai fait, auquel je n'avais pas pensé en fait. Mais je vais peut-être mixer les deux. Très bien. Bah, écoute, tu as carte euh, blanche qui pour. est un processus que j'ai trouvé intéressant, qui est le processus des Babemba. C'est une civilisation africaine qui a un processus qui permet de redorer l'estime de soi. Parce qu'ils partent du principe que quand quelqu'un commet des choses un peu malencontreuses, c'est juste que cette personne-là a un peu oublié la valeur qu'elle a au fond d'elle-même, et qu'elle a oublié qui elle était. Et qu'elle a juste besoin que tout le monde lui rappelle finalement tout ce qu'elle a de bien au fond d'elle. Donc il est possible à mon sens de mixer les deux finalement. Et puis c'est le boulot de Leïla finalement de se reconnecter à la Terre là qui m'a On est dans le thème. Écoutez, bon bah du coup on démarre et c'est notre deuxième moment d'hypnose avec Manuel Kissoun aux commandes. Ben écoutez, ben, je vais vous inviter à vous installer confortablement et puis de retrouver un peu cet état que vous venez de vivre avec Laïla, de retrouver un état de relaxation, un état de détente pour pouvoir naturellement entrer à l'intérieur de vous, naturellement relâcher chaque fibre de votre être là, de façon à vous permettre de ralentir tranquillement, lentement, profondément, à la fois votre respiration, mais aussi le rythme de vos ondes cérébrales. Prendre le temps là de vous autoriser, le temps d'un instant, de faire une chose qu'on ne s'autorise pas toujours à faire, c'est mettre notre système nerveux en pause. S'autoriser à le laisser là, commencer par à se mettre en pause, exactement comme ça, et ainsi, tranquillement, découvrir comment, à d'autres niveaux, à l'intérieur de vous, de nouvelles connexions, progressivement, naturellement, commencent à se faire, comment chaque fibre de votre être là se mobilise pour vous permettre de découvrir des choses peut-être auxquelles vous n'avez plus pensé depuis longtemps, ou peut-être découvrir des choses nouvelles qui naturellement commencent à prendre naissance, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de vous. Et alors que vous prenez le temps de découvrir tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, vous allez progressivement commencer à penser à des personnes de votre histoire, des personnes peut-être du présent, des personnes du passé, des personnes qui, en quelque sorte, ont été importantes dans votre histoire de vie, des personnes qui sont encore importantes aujourd'hui dans votre histoire de vie. Pensez à chacune de ces personnes-là qui, au fur et à mesure où elles prennent un peu plus de place dans votre esprit, vont être un peu tout autour de vous, dans cet espace que vous occupez, cet espace qui est là juste pour vous, occupé par vous, afin que vous puissiez vous autoriser à observer chacune de ces personnes-là en présence,
Et dans un premier temps, regardez déjà comment chacune de ces personnes-là vous regarde. Observez exactement, comme ça, comment chacune de ces personnes-là porte un regard peut-être bienveillant sur vous. Un regard d'amour, un regard respectueux sur vous, sur votre personne. Et inconsciemment, là, à tour de rôle, vous allez pouvoir comme flotter hors de votre corps, vivre cette expérience un peu particulière pour flotter hors de votre corps de façon à prendre la place à tour de rôle de chacune de ces personnes-là, qui sont là rien que pour vous. Et ainsi, prendre le temps de vous regarder. À partir de leur propre point de vue. Découvrir ainsi, depuis leur regard, tout ce qu'elles trouvent d'admirable, tout ce qu'elles trouvent de remarquable. Et vous, de découvrir ce qui fait que chacune d'entre elles, là, porte ce regard de fierté sur vous. Comment, de leur point de vue, elles arrivent à découvrir toute la valeur que vous avez en tant que personne. Prenez tout le temps nécessaire là pour vous enrichir de tout ce que vous découvrez à travers le regard de ces personnes qui vous trouvent si admirables, si remarquables dans votre histoire de vie. Et enrichi de leur point de vue exactement comme ça, là. Enrichi de tout ce que vous avez appris sur vous-même à travers leur propre regard. Vous allez ainsi réintégrer votre corps afin de découvrir comment, en réintégrant le corps qui est le vôtre, ouais, très bien. Comment, naturellement, le regard que vous portez sur vous, le regard que vous portez sur votre intériorité, spontanément, change, évolue. Comment cette façon que vous avez de vous parler à vous-même pour vous encourager, vous féliciter. Et évolue. Et enrichi de ce nouveau regard
que vous portez sur vous-même. Je vous invite à vous projeter dans quelque temps d'ici, dans un futur proche ou lointain, afin de découvrir comment les objectifs que vous avez deviennent beaucoup plus facilement accessibles. De découvrir ce regard de fierté que vous portez sur vous en devenant qui vous êtes. Observez un peu là où vous vous situez, les personnes qui gravitent autour de vous. Observez les retours qui vous sont faits. Ouais, très bien. Profitez pleinement de cela. Et accueillez là spontanément, tel que cela vous apparaît, comme une métaphore de vous-même. Peut-être une représentation symbolique de qui vous êtes. Une représentation imagée de qui vous êtes. Cette représentation qui, naturellement, s'installera dans un espace de votre esprit et qui, à partir d'aujourd'hui, vous permettra, à travers les rêves de la nuit peut-être, je ne sais pas, de retrouver toute la motivation nécessaire pour chaque jour vous orienter sur ce chemin qu'est le vôtre et ainsi évoluer tel que vous le souhaitez vers vos objectifs avec aisance, en étant tout simplement fier de vous. Très bien. Et enrichi de tout cela, naturellement, vous allez prendre le temps de revenir à reculons depuis cet espace lointain, futur, pour retrouver le présent, en prenant le temps de relancer votre système nerveux et ainsi permettre des connexions neurologiques efficaces, naturelles, entendre naturellement chacun des mots que je prononce, retrouver une mobilité parfaite dans chaque fibre de votre aide, dans chacun de vos membres exactement, bougez ainsi les mains, les bras, les membres supérieurs, les membres inférieurs. Et puis prendre le temps nécessaire pour vous avant de réouvrir les yeux et d'être là. Calmement et simplement, comme si rien ne s'était passé. Comment ça, comme si rien s'était passé? Mais c'est passé des merveilleuses choses. Ça m'a rappelé un petit peu quand on fait un bilan de compétences et que du coup, dans un exercice du bilan de compétences, c'est de faire remplir des questionnaires sur nos qualités à des gens de notre entourage professionnel ou personnel. Et on est toujours étonné de voir ce qui revient en fait. Finalement, les gens peuvent penser du bien de nous, peuvent nous trouver des qualités, des talents dont nous, on ne se rend pas compte puisque finalement, les talents, c'est un truc assez naturel pour nous-mêmes en fait. Et donc, on ne les distingue pas de quelque chose de normal, en fait. Alors que c'est les autres, finalement, qui peuvent nous renvoyer une image positive de nous-mêmes.
Donc je trouve que c'était une très très belle illustration que tu nous as fait. C'était une très belle illustration de ça. Et de le vivre comme ça, de l'intérieur. Ça me fait penser aussi tout ça au roman de ma sœur Valérie Roumanoff, qui a écrit un roman qui s'appelle Une petite voix dans ma tête, et qui justement parle d'une jeune femme qui n'arrête pas de se déprécier tout le temps, et puis finalement, au fur et à mesure des chapitres, eh bien, elle va retrouver une bonne estime d'elle-même. Voilà. Oui, parce qu'effectivement, comme on l'a évoqué tout à l'heure, c'est un travail qui se fait chaque jour. C'est pas un travail qui se fait spontanément. C'est chaque jour qu'on se parle à soi-même, c'est chaque jour qu'on vit notre vie et puis qu'on prend le temps de recadrer cette façon de penser, cette façon de s'évaluer, en étant naturellement honnête envers soi. Hein. Le but n'est pas de se mentir. Hein. Si on n'a pas bien fait les choses, on n'a pas bien fait les choses. Le truc, c'est comment on va effectivement se corriger pour avancer. Et comment on peut s'aimer même quand on ne fait pas bien les choses. Tout à fait. Notre amour de soi ne dépend pas de la réussite des choses. Et d'ailleurs, on a évoqué l'estime de soi, sur la construction de l'estime de soi. Une des choses importantes, c'est qu'un enfant construit son estime de lui en recevant des compliments justifiés. Des compliments injustifiés n'aident pas à une bonne estime de soi. Ok, ben écoutez, merci beaucoup, merci pour vos délicieuses interventions. Voilà. Manu, on peut te retrouver en tant que formateur dans ton école Epsilon à Lorient. À Lorient, voilà. Basé à Lorient, mais qui est sur Dinan, Annecy, Guadeloupe. Oui, ça se promène pas mal alors. Tu circules beaucoup. Et Léla, on peut te retrouver en cabinet par Zoom aussi. Oui, à distance aussi. Exactement. Eh ben, merci beaucoup à vous et bonne estime de vous-même à tous ceux qui nous écoutent. Merci à toi, et à très bientôt. Donc likez forcément, hein, voilà, moi je vous attends maintenant pour bénéficier du regard des autres. Eh bien, likez, abonnez-vous à la chaîne ABC Talk si ce n'est pas encore fait, c'est gratuit et comme ça, nous on adore les likes. Voilà, à très bientôt dans les Virtuoses de l'hypnose.